Merci, je vais faire vite. Donc, il y a eu beaucoup de choses écrites sur la pensée de Hassan Ghazali. Et quelquefois, on trouve des expressions pour définir sa pensée, des expressions qui sont assez significatives. On trouve par exemple syncrétisme, éclectisme, etc. Cela relève un peu du dénigrement de quelques réserves quant à cette pensée. C'est-à-dire que cette pensée est faite d'un certain plaquage entre ce qu'on peut appeler grosso modo modernité et tradition. C'est ainsi qu'au niveau de l'analyse, j'ai trouvé certains jugements, certaines évaluations comme un shérif démocrate, c'est-à-dire une certaine contradiction. Un shérif, il est d'une généalogie, d'une maison qui est une maison chérifienne, mais il a adopté la démocratie. Mais c'est un démocrate. J'ai trouvé aussi un salafiste. Bon, un salafiste qui flotte avec la laïcité. Certaines contradictions de sa pensée. Donc, ce dénigrement même s'il est masqué, se couple au jugement selon lequel cette personnalité politique serait un bon journaliste. Et quand on dit journaliste dans ce contexte-là, ça veut dire un peu superficiel, un peu au jour le jour, etc. C'est un journaliste qui pratique l'éclectisme et le syncrétisme. Journaliste, oui, il a été journaliste, mais ça a été surtout un nom de conviction, un nom d'action, un nom il faut des convictions pour ça. Ces convictions peuvent être de n'importe quelle sorte, mais il faut de la conviction pour l'action. Ce n'est pas sur une base, sur la base de la déconstruction, sur une base sceptique qu'on peut être un homme d'action. Il a été un homme d'action, c'est impossible. Personne ne peut le contester. On peut ne pas être d'accord avec lui, mais c'est un homme d'action. Donc, il s'agirait de déterminer les mécanismes, l'articulation dans sa pensée de deux registres. D'un registre, disons, autochtone et universel, tout ce qu'on veut, local et global, humaniste et anthropologique, dont le soubassement et dans le soubassement se trouve dans le terroir. L'essentiel, quels sont les mécanismes qui font l'articulation des deux plans qui constituent la pensée de Mohamed Hassan Ghazali. Tout le monde sait, si on cherche à résumer cette pensée, on ne va pas rentrer dans les détails. La problématique qu'il a cherché à résoudre, c'est la problématique que pose la relation de l'État en tant qu'institution, de l'État et des libertés individuelles, avec l'individu, la personne, l'individu, le monde de la société, le monde. À ce niveau, la traduction, comme Hassan Ghazali a fait d'un ouvrage de certains passages de l'ouvrage de Dupont-White, nous semble très important. Bon, je dis un mot de Dupont-White. Dupont-White a vécu au XIXe siècle. Il a été lui aussi un homme d'action il a participé à des évolutions à des assemblées et il a été une des personnalités qui ont forgé les institutions, où il a pensé au problème du progrès, et surtout du progrès technique, et le progrès technique à l'époque, dans les lieux au chômage. Le progrès technique se faisait au détriment de la dignité des travailleurs, des droits sociaux des travailleurs. Il y avait le chômage. Le progrès technique, surtout dans le textile, donnait lieu au chômage. Donc il a essayé de réfléchir au progrès technique et à la dignité humaine, aux droits sociaux des travailleurs. Dupont-White lui-même, il a traduit Stuart. Il était influencé par la pensée de Stuart. La pensée de Stuart Mill, c'est quelqu'un qui
très important sur la pensée, au niveau de la pensée politique anglaise, et la pensée politique anglaise a beaucoup de poids. C'est une élaboration qui compte, incontournable quant au droit de l'individu, quant à la dignité de la personne, quant aux prérogatives des institutions, qui est la marche des choix qui doit être aussi grande que possible pour l'individu et les aspirations individuelles et les goûts, si on veut, même pas les aspirations et les pensées, et les goûts individuels, c'est le comportement individuel, les goûts individuels, le style individuel. Donc, et ce qu'il y a de particulier, en ce qui concerne Stuart Mill et donc Dupont, c'est par rapport à ce qu'il y avait pour en France au XIXe siècle, c'est que la France à l'époque, c'était le positivisme d'Auguste Comte, la loi des 3 États, le progrès bien sûr, mais à partir de l'étape religieuse, magico-religieuse, puis l'étape métaphysique qui ne fait que traduire dans un langage les entités magiques, oui, l'étape scientifique qui est en rupture par rapport avec les 2 étapes précédentes. Il y a une sorte de tabou, il y a une sorte de table rase par rapport au passé en ce qui concerne le schéma du progrès que trace Auguste. Au contraire, les préoccupations de quelqu'un comme Dupont-White consistent à dire oui, le progrès technique est nécessaire, on ne peut pas lutter contre, on ne va pas aller contre, non, on est progressiste. Mais il faudrait sortir. Il y a des valeurs, il y a les droits des travailleurs, etc., dont l'État doit les prendre en charge, doit aménager ce progrès, doit l'envelopper, doit l'apprivoiser, doit faire en sorte que la dignité du travailleur, la vie sociale puisse fonctionner. Donc, il ne s'agit pas de tabula rasa comme dans le positivisme, c'est bon. Il faudrait parler de Saint-Simon aussi, mais je passe. C'est Dupont-White, bon, c'est un libéral, mais libéral étatique au bon sens, au sens positif du mot, c'est-à-dire que l'État doit un peu corriger les failles du progrès, les failles sociales du progrès. Il me semble que cette conception du progrès, non comme rupture avec le passé, mais comme accumulation, un progrès sur tous les registres, un progrès technique, économique, social, etc. Cette idée que le progrès ne consiste pas dans une rupture, mais dans une accumulation. Il me semble que c'est ce que essentiellement Mohamed Ben Hassan Ouezani a hérité de Dupont-White. Et il a pu sur cette base dire le progrès n'est pas nécessairement contradictoire avec la religion en ce qui concerne le monde. C'est une accumulation. C'est pas une rupture. Nous n'allons pas constituer nous n'allons pas élaborer, nous n'allons pas façonner le progrès du Maroc sur la base d'une rupture avec le passé, mais sur une base d'accumulation par rapport à ce qui s'est passé dans le passé. Pas de rupture avec le passé. Donc c'est de cette notion d'accumulation que se loge l'islam en tant que patrimoine. Donc, certains analystes, certaines études qui ont porté sur la pensée de Mohamed Ben Hassan Ouezani ont pu dire que tout simplement ce que Mohamed Ben Hassan Ouezani n'entendait pas dire étant donné les pesanteurs de la société marocaine, ne pouvait pas dire étant donné, il les faisait dire, il les disait par la bouche de Dupont-White.
on a pu dire, bon, Mohamed Ben Hassan Ouezani, c'est un laïc latent, un laïc en latence, un laïc clandestin, si on veut. C'est faux, bon, la clandestinité, quelquefois dans les situations qu'avait pu Ben Hassan Ouezani, mais c'est un registre particulier, la clandestinité sur le plan français, ça me paraît dérisoire pour ma bouche. Bon, donc, je ne veux pas trop m'allonger. Donc, Mohamed Ben Hassan Ouezani, les pivots de sa pensée, c'est la relation entre État et liberté individuelle. Il faudrait faire une évaluation, parce qu'on fait des évaluations camouflées, des évaluations honteuses, etc., syncrétisme. Non, il faut discuter clairement. Qu'en est-il du projet de Mohamed Ben Hassan Ouezani? A-t-il échoué? A-t-il réussi? Où il a échoué? Où il a réussi? C'est pas un problème. Tout le monde reconnaît son rôle. On peut en penser ce qu'on veut. On peut en penser ce qu'on veut de ce rôle. Mais tout le monde lui reconnaît un rôle et un rôle important à une certaine époque. Qu'en est-il de son projet politique, intellectuel, etc. Qu'en est-il de ce rapport entre État et société? Bon, et si on peut, l'action politique relève toujours, il y a toujours une déception dans l'action politique. Il n'y a pas d'action politique où je puisse réaliser mes objectifs à 100%. Ça n'existe pas. Et l'action politique, les objectifs qu'on détermine, il y a toujours des failles, il y a toujours des imprévus, des aléas. Il faut gérer l'aléa. Il faut gérer l'aléa en politique. Où se trouve, il me semble que si on doit évaluer la pensée de Mohamed Ben Hassan Ouezani, il faut qu'on en arrive là. On aurait à se demander s'il il y a toujours la faille dans la pensée, dans le projet politico-social de Mohamed Ben Hassan Ouezani. Il me semble que s'il y a une faille, c'est au niveau de la théorie du suffrage restreint qu'il a préconisé, de Ashab al-Halli wal-Aqd, etc. Une démocratie restreinte, un suffrage restreint. Bon, incontestable, il me semble, c'est mon point de vue, incontestablement, c'est un homme d'État. Incontestablement, c'est un homme d'État. Mohamed Ben Hassan Ouezani. Tout le monde lui reconnaît une rigueur et une intégrité morale. Personne ne conteste la rigueur et l'intégrité morale. En ce qui concerne l'État, il a pu, par différents ce n'est pas la dynamique qu'il a enclenchée, a pu, à travers par certains biais, je ne veux pas citer de nom, contribuer à la naissance de l'État marocain. Mais l'État, comme vous le savez, l'État marocain est corrompu. Il y a la corruption, c'est-à-dire que l'État marocain est corrompu. Il me semble que le suffrage universel, que le suffrage restreint qui est préconisé, donne prise à pareille pratique. C'est l'action de réseau, etc., donne prise à des pratiques comme la corruption, comme le népotisme, et ce sont des caractéristiques de l'État marocain. Je crois qu'il ne s'agit pas de le démontrer, que c'est évident jusqu'à un certain point. Mais ceux à travers qui sa pensée a pu contribuer à l'élaboration de l'État et qui ont été, pour certains, des personnes corrompues, disons-le clairement. Ces gens-là, dans leur action quotidienne, il y a toujours eu entre eux et les appareils sécuritaires qui cohabitaient avec eux, donc qu'ils ne contrôlaient pas. Il y a toujours eu une tension, une suspicion. Je suppose que c'est là un problème pour eux de liberté individuelle.
au-delà des subjectivités, des personnalités, etc. Je suppose qu'il s'agissait, l'enjeu était les libertés individuelles, parce que les appareils sécuritaires, les libertés individuelles, la plupart du temps, ils ne les prennent pas en ligne de compte ou ils ne les prenaient pas en ligne de compte. Donc, les libertés individuelles, pour ce qui concerne le programme de Hassan Hussein, les libertés individuelles, les libertés individuelles, lui et ceux qui ont été imprégnés de sa pensée n'ont pas pu les ancrer dans le Maroc contemporain.